Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler du tissu conjonctif. Je me présente, je m'appelle Abdeloded Vantaz, étudiant en première année médecine, essayant au mieux de comprendre sa matière et de l'assimiler. Puis, en essayant de la partager avec vous. Et voilà, via des questions, que ce soit de manière interactive pour que vous puissiez jouer le jeu de votre côté. Et puis, on va essayer de répondre à plusieurs questions. On va diviser en différentes parties. Puis voilà. Du coup, n'hésitez pas à prendre, mettre pause à la vidéo puis essayer de prendre en photo. Puis, on va corriger ça ensemble. Bon, commençons par la première question. Bon, aujourd'hui, on va parler principalement du tissu conjonctif. Puis, la première question nous introduit assez bien la matière. Où se localise le tissu conjonctif? Le tissu conjonctif se localise autour des, autour des organes. Voilà. Autour des organes. Voilà, c'est autour. C'est simple que ça. Quels sont les rôles du tissu conjonctif? Il y en a plusieurs. Plusieurs. Puis on va principalement en nommer cinq. La première qui est le rôle nourricier. Certes, parce que c'est lui qui permet aux cellules de leur fournir en nutriments, de leurs amener qui ne sont pas forcément accessibles via les vaisseaux sanguins ou bien de manière générale, c'est lui euh, qui est le plus répandu dans l'organisme. Euh, le deuxième, c'est respiratoire, via les vaisseaux sanguins qui apportent l'O2 et qui, forcément, tu vas avoir des tissus qui vont pas être en contact direct avec les vaisseaux sanguins. Ben, lui, il s'articule comme un intermédiaire. En tout cas, troisième, c'est la défense, très important aussi. Défense contre les potentiels pathogènes. Et puis, la quatrième, c'est l'accumulation de graisse. On va le voir plus tard. Je sais pas on va en parler davantage plus tard. Très important dans l'accumulation de graisse, on va en voir deux types. Accumulation des graisses. Voilà. Tac. Et puis, le cinquième, et non des moindres, qui est la cicatrisation des blessures. En effet, comme vous savez, on cicatrisation, quand on se blesse, on a souvent une couche qui se forme. En fait, tu as plusieurs éléments qui viennent y interagir, comme les fibrines, qui viennent consolider le tissu, ou bien, bref. En tout cas, le tissu conjonctif, lui aussi, ça qui est important de retenir, c'est que les rôles sont nourricier, respiratoire, défense, accumulation des graisses, et le cinquième, qui est cicatrisation des blessures. Cicatrisation des blessures. C'était pas faire ça. Tac, des blessures. Voilà. Passons à la prochaine question. Quels sont les deux principaux constitutions du tissu conjonctif ordinaire? On a le premier, qui sont les cellules, cellules non jointives. On va décrire un peu plus tard. Non jointives, hop. Et le deuxième, on a les, la MEC, la matrice extracellulaire. MEC, matrice, matrice extracellulaire. Extracellulaire. Cellulaire. Voilà. Parlons un peu des cellules non jointives. Ce sont euh, qui se divisent en deux catégories, soit des cellules fixes. Si évidemment je vous dis cellules fixes, l'autre, ça va des cellules mobiles. Voilà. Et puis, la matrice extracellulaire, vous avez dedans des fibres protéiques,
protéique. Voilà. Et puis, vous avez une substance fondamentale dans laquelle elle baigne. Substance fondamentale. Substance fondamentale. Je répète, c'est une substance par laquelle, juste m'assurer. Ouais. Substance fondamentale qui baigne dedans, en fait. Fondamentale. Fondamentale qui baigne le tissu. Qui baigne. Qui baigne l'ensemble, désolé. Qui baigne l'ensemble. L'ensemble. Et puis, finalement, vous avez des protéines d'adhérence. Par protéines d'adhérence, c'est que des protéines on va en parler plus tard, on va parler plus tard. Parce que, comme je le répète, c'est que chaque chose est liée avec elle-même, est liée avec d'autres aspects pour pas piétiner sur le reste de la vidéo. On va essayer de garder ça léger au début. Protéines d'adhérence, on avait dit. Protéines d'adhérence, d'adhérence. Ah. Qui sont les cellules fixes? Vous voyez? C'est pour ça que j'essaie de pas essayer de beaucoup trop élaborer au début. Parce que, en fait, chaque question est liée l'une avec l'autre. Par la suite, on va parler des cellules mésenchymateuses. En tout cas, qui sont, désolé, c'est mon habitude. Qui sont les cellules fixes? Les cellules fixes, vous avez les cellules mésenchymateuses, mésenchy, mésenchymateuses, hop. Vous avez par la suite les fibroblastes, fibroblastes et fibrocytes, qu'on va voir dans la question 9. Fibroblastes slash fibrocytes, fibrocytes, et puis les adipocytes aussi qu'on va élaborer dans le futur de la vidéo. Adipocytes. C'est quoi une cellule mésenchymateuse principalement? Quand on vous parle de mésenchymateux, c'est que ce sont principalement des cellules souches, c'est-à-dire des cellules qui sont encore jeunes, qui n'ont pas encore d'attribution à jouer dans l'organisme. Jouer cellules, des cellules souches, entre parenthèses, puis ce sont principalement des cellules qui, on avait dit quoi? Cicatrisation des blessures, on y revient. Ce sont des cellules c'est les cellules mésenchymateuses qui participent notamment à la cicatrisation des blessures. Donc, participent, euh, participent à la réparation, participent à la réparation des tissus. Et en même temps, quand vous réfléchissez, quand vous y réfléchissez, ça fait du sens parce que, au fond, les cellules souches, c'est des cellules qui n'ont pas encore de fonction dans l'organisme, qui n'ont pas un rôle attribué. Ça veut dire que ce sont des, comme, ils n'ont pas de métier dans le fond, dans l'organisme. On va dire ça métier, mais ils n'ont pas de fonction. Du coup, quand vous avez un endommagement de plusieurs cellules, c'est eux qui vont partir y remédier dans la place qui est atteinte. Du coup, réparation des tissus, et puis par réparation, on veut aussi dire régénération, régénération, régénération. Bon, sixième question. C'est quoi la description d'une cellule mésenchymateuse? Une description, par description, c'est pas forcément on veut savoir ce que c'est ou bien une définition. On veut savoir d'où est-ce que ça vient, puis ses caractéristiques. En fait, elle dérive du mésoblaste. On avait cité dérive du mésoblaste, dérive du mésoblaste, voilà. Ou si elles sont de forme étoilée, elles sont de forme étoilée,
ça va tâcher une prochaine question, mais ça va pas falloir l'oublier. Étoilé, puis elles sont indifférenciées, indifférenciées, totipotentes, indifférenciées, indifférenciées, totipotentes aussi, totipotentes, totipotentes. Et puis, je crois que c'est tout. Vous avez aussi, ah ouais, vous avez aussi anastomosé. Anastomosé entraîne. Anastomosé, c'est-à-dire c'est pas. Fais-moi la, fais-moi la description des fibroblastes. Que je rappelle, on y a parlé ici. Pour la description des fibroblastes, c'est simple. Vous avez 5 points essentiels que vous devez retenir. Ce sont en premier lieu, le premier point, on la trouve, ce sont des tissus, ce sont des cellules du tissu conjonctif que l'on retrouve dans toutes les variétés de cellules de tissu conjonctif. Que l'on retrouve, que l'on retrouve dans toutes les variétés, dans toutes les types, je préfère dire, dans tous les types de tissu conjonctif. On se répète un peu, mais c'est pas grave. Elle dérive, bien évidemment, euh, on revient toujours comme aux cellules mésenchymateuses. Ce sont des cellules souches. Du coup, vu qu'on avait dit que eux, ils n'ont pas de fonction, ils peuvent s'attribuer la fonction d'une fibroblaste. Du coup, on peut dire qu'elle dérive d'une cellule mésenchymateuse. Mésenchy, mésenchymateuse. Voilà. Pour le troisième point, elles sont principalement fusiformes. Fusiforme, c'est un peu compliqué comme mot, c'est à retenir. On va dire étoilées. On va garder les termes. Elles sont aussi étoilées, comme les cellules mésenchymateuses. Étoilées. Tac, tac, tac. Vous avez un lent prolongement du cytoplasme, lent prolongement, vu qu'elle est étoilée, lent prolongement du cytoplasme, vu qu'elle est éparpillée, étoilée, forcément le cytoplasme doit suivre et du coup lui aussi doit être important. Lent prolongement du cytoplasme, voilà, tac tac tac. Puis le noyau est principalement central, ce qui veut dire que c'est pas comme que on avait vu dans la vidéo antérieure. Si vous l'avez pas vu, on parlait principalement des tissus épithéliales glandulaires, parce qu'on avait parlé notamment des cellules muqueuses, parce que vous voyez que le noyau était vraiment à l'extrémité de la surface. Là, c'est pas le cas. Le noyau, je veux dire, le noyau était à l'extrémité de la surface. Pourquoi? Parce que vous avez des gouttelettes d'eau qui prenaient assez d'espace, puis du coup, ça les compressait, ça les aplatissait vers les surfaces externes. Mais pour ce cas-là, ce n'est pas le cas. Pour les tissus conjonctifs, notamment les fibroblastes, elles restent centrées, noyau centré, au milieu. Noyau centré. Passons à la prochaine question. Quel est le rôle des fibroblastes? Le principal rôle des fibroblastes, c'est la synthèse, la synthèse, la synthèse des précurseurs protéiques, des précurseurs, des précurseurs, précurseurs protéiques
Synthèse des précurseurs protéiques, des fibres, en fait, principalement tout ce qui englobe la cellule. Voilà. Précurseurs protéiques. Vous avez quoi d'autre? Vous avez le cytoplasme. Non, désolé, la substance fondamentale. Tout ce qui entoure la cellule, je voulais dire. Désolé. La substance fondamentale. Et finalement, les fibres. Les fibres cellulaires. Les fibres qui sont très importantes, dans lesquelles on va revenir en profondeur ultérieurement. En tout cas, selon les caractéristiques que je vous ai données, déjà, vous êtes déjà capable de m'identifier ce qu'est une fibroblaste entre ces deux dessins, à votre avis. Parfait. Celle-là, c'est la fibroblaste. Celle-là, c'est une fibroblaste. Excellent. Ici, celle-là, c'est une fibroblaste. Automatiquement, son opposé, c'est la fibrocyte. Vous remarquez qu'elle est vraiment de forme allongée, la fibrocyte. Ici, forme étoilée. Par étoilée, ce qu'on veut dire, c'est vraiment des branches éparpillées. Genre, elle essaie d'occuper un maximum de surface de contact. Ouais, fibrocyte. Puis celle-là, elle est vraiment recroquevillée, amincie. C'est comme l'oxymore de la fibroblaste. En tout cas, finir le tableau suivant. Vu ce que l'on a décrit auparavant, on peut maintenant parler, dresser un tableau qui différencie une fibroblaste d'un fibrocyte. Et vous avez le premier, c'est l'état de la cellule qui est, ici, on avait dit fibroblaste, qui est, elle est nouvelle. Elle vient de dériver d'une cellule mésenchymateuse. Du coup, on peut dire elle est jeune. Automatiquement, elle est jeune. Son contraire, c'est qu'elle est ici, elle est vieille. Voilà. Par jeune, ce qu'on veut dire, c'est qu'elle est très active. Voilà. Qu'elle est très active, en fait. C'est le cas, on va l'écrire. Très active. Très active. Peu active ici. Peu active. Voilà. Taille de la cellule. Bon. Pour ce qui est de la taille de la cellule, ici, on avait dit que, regardez, vous le voyez automatiquement. Certes, c'est pas à l'échelle, mais la logique des choses vous montre que celle-là, elle est beaucoup plus grande que celle-là. On rappelle que c'est un caractère étoilé, du coup, elle prend beaucoup plus d'espace dans l'organisme. Du coup, taille de la cellule grande, éparpillée, étoilée, on peut utiliser plusieurs termes, grande et petite, automatiquement. Forme de la cellule ici. Ici, pour la fibroblaste, elle est aplatie principalement. Aplatie, qu'est-ce que vous avez d'autre? Elle est aplatie, étoilée, fusiforme. On revient sur ce qu'on dit ici, principalement. Je vais tout écrire. Tac. Bon, uniquement le fibroblast, je rappelle, le fibroblast. Le fibroblast. Voilà. Du coup, la fibrose, c'est le contraire. Euh, non, c'est pas le contraire en fait. C'est juste, elle est prolongée. Prolongée, 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 prolongée de sa forme, mais le cytoplasme, vous savez quoi? Pour pas mêler la chose, absence de prolongement cytoplasmique. Par prolonger, ce que je voulais dire, c'est vraiment étirer, comme si que tu prends un élastique et dans le fond tu tires dessus, mais le cytoplasme lui reste inchangé. Du coup, absence de prolongement du cytoplasme. Absence, pas comme elle, en fait, elle va vraiment augmenter de taille. Tandis que celle-là, c'est l'inverse. Absence de prolongement, absence de prolongement. Juste celle-là, sa caractéristique, c'est elle est aplatie, elle est vraiment comme ça, écrasée. Absence de prolongement. Bon, le noyau. Ici, on avait dit qu'il est dans le fibroblast. En fait, on réitère ce qu'on avait dit auparavant. Il est centré. Le noyau, il est centré, puis il est arrondi. Centré, arrondi.
centré, puis voilà, centré. Et puis, celui-là, il est, comme on avait dit que, comme si que vous prenez un ressort, puis un élastique, vous l'étirez, et ben, automatiquement, le fibrocide, lui aussi, le noyau du fibrocide, lui aussi, va suivre la tendance. Du coup, lui, il va être, tac, 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 volumineux et allongé. Volumineux, volumineux et allongé. Et puis allongé. Voilà. L'activité. Qu'est-ce qu'on a visité tantôt? Donc, en fait, on revient, juste, on répète de l'information. Active, vu qu'elle est jeune et du coup, elle peut, beaucoup de potentiel. Peu active ici, elle est en fin de vie. Peu active, voilà. Et puis, la mitose, en fait, c'est le processus de renouvellement. Fréquent, fréquent, et l'autre. Et comme vous remarquez que ça, dans la majorité des cas, c'est l'inverse de l'autre. Fréquent. Du coup, si elle est fréquent, l'autre va être peu fréquent. Peu fréquent. Voilà. Donnez-moi les caractéristiques des adipocytes. On en avait parlé ici, et je vous avais dit qu'on allait y reparler, puis on va en reparler dans la partie 2 plus précisément. En tout cas, euh, il se spécialise notamment dans le stockage des lipides, spécialise, spécialise dans le stockage, dans le stockage, dans le stockage des lipides. Des lipides. Voilà. Ils sont, généralement, les adiposites sont isolés. Désolé. Adipeux. C'est vraiment des termes qui reviennent pour dire que c'est, bref, on va essayer pas d'esparpiller. En tout cas, on va en parler, parce que on va en parler plus tard. Et c'est vraiment le but d'amener les choses une après l'autre. Mais en tout cas, isolé, regroupé en tissu adipeux. Isolé, regroupé en tissu adipeux. Isolé et regroupé, regroupé en tissu adipeux. En tissu adipeux. Voilà. Comment elle se présente chez un individu adulte? Bah, chez un adulte, elle se présente sous une forme de graisse blanche. Sous une adipocyte. On l'appelle l'adipocyte de graisse blanche. Si on veut, adipocyte de graisse, graisse blanche. Et l'autre, c'est un adipocyte de graisse brune, que l'on va reparler en, en plus précisément dans la prochaine partie. Adipocyte de graisse brune. De graisse. Bon, ben, c'est tout pour la partie 1. Restez connectés. Et puis voilà, on va passer à la partie 2. Sur ce, je vous remercie beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve pour la partie 2 de la vidéo. Euh, on va continuer sur le tissu conjonctif. Puis, dans le fond, on va continuer avec la question 12. Dans la partie 1, on avait parlé qu'on allait revenir sur le type de graisse qu'on avait, ce qui va être le cas ici. Maintenant, la question c'est identifier. Bah, en tout cas, je vous laisse prendre en photo. Je rappelle de jouer le jeu, puis essayer de répondre aux questions. En tout cas, identifie l'adipocyte à graisse brune et l'autre à graisse blanche. J'ai pas vraiment de brun comme marqueur. Du coup, admettons que, bah, bon, vous avez la réponse directement. Celle-là, c'est une adipocyte à graisse brune que je rappelle qu'on retrouve généralement chez l'enfant. Adipocyte à graisse, graisse brune. Et puis celle-là,
c'est adipocyte à graisse blanche, qu'on retrouve généralement chez l'adulte. Adipocyte à graisse blanche. Parfait. Passons à la question suivante. Maintenant, on va dresser un petit tableau comparatif entre la graisse brune et la graisse blanche. Euh, tac. Bon, déjà, la structure. Ce que vous devez remarquer, c'est que celle-là, elle est vraiment, on rappelle que euh, le noyau, il est vraiment à l'extrémité. Du coup, vu qu'elle gonfle et du coup, elle est sphérique automatiquement, c'est un truc mémotechnique que tu peux utiliser pour t'en rappeler, sphérique. Et puis, l'autre, elle est de forme polygonale. On va dire, parce que polygonale, on dit ça généralement parce que elle a, elle a- elle a plusieurs angles, vous comprenez? Ça veut dire que elle est de forme irrégulière, on va dire polygonale. Pour rester dans la matière, polygonale. Mais en tout cas, elle n'a pas une forme précise. Euh, Ça, c'est pour la structure, désolé. Pour la forme, bon, désolé. Tac. Désolé. Hop. En fait, les structures, vous les avez en haut. En fait, les structures, vous les avez juste à la question 12. Puis on avait dit que ça, c'était polygonal. Polygonal. Et l'autre, c'était sphérique. Sphérique. Hop. Parfait. Maintenant, la taille. Bon, ben, vous imaginez bien que quand on parle de graisse blanche, vu qu'on a dit que prenait d'expansion, du coup, elle est grande. Elle est grande. Voilà. Elle est grande. Voilà. Puis du coup, si vous imaginez que l'autre, la graisse blanche, la cellule, l'adipocyte à graisse blanche, elle est grande, automatiquement, c'est la graisse brune, vu qu'elle trouve chez l'enfant, et du coup, si l'une est le contraire de l'autre, alors elle est petite. Voilà. Petite. Bon, parlons un peu du cytoplasme. Le cytoplasme, ici, déjà, il est uniforme, c'est-à-dire il est, il, il est, con- il est contraint à un seul endroit, près du noyau, ce qui veut dire qu'il est regroupé en un seul point, c'est-à-dire uniforme, tandis que l'autre, il est un petit peu éparpillé, désolé, uniforme, et du coup, l'autre, il est un petit peu éparpillé, on va l'appeler vacuolaire, parce il occupe les vacuoles de la cellule vacuolaire. Le noyau, il se présente comment chez les deux? Euh, chez la graisse brune, chez la dispositif à graisse brune, il se retrouve vraiment centré au milieu, il ne subit pas de contraintes, il est arrondi. Ce qu'on va appeler central. Il va être central, voilà. Et l'autre, il va être vraiment aplati, voilà. Il va être vraiment sur l'extrémité de la surface. Du coup, il va être excentré. Il va dériver, il va partir du centre pour laisser place à la graisse blanche. Du coup, ce qu'on va appeler excentré. Central, excentré. L'un est le contraire de l'autre. Généralement, c'est comme ça dans le format des tableaux. L'un est le contraire de l'autre. Euh, Vous avez automatiquement vu que celui-là, il ne subit pas de contraintes vraiment. Du coup, pour les mitochondries, vous allez en avoir beaucoup dans la graisse brune, mais vous en avoir peu dans la graisse blanche dû à la contrainte physique qu'impose la graisse blanche. Du coup, ici, vous allez en avoir beaucoup, beaucoup, voilà. Ici, vous en allez avoir peu. Non, pas peu, mais normal. Désolé pour l'erreur. Vous allez en avoir normal. Normal. Ici, vous allez en avoir beaucoup parce qu'il n'y a pas vraiment de contrainte. En tout cas. Quels sont les deux types de cellules mobiles et leurs composantes? Bon, vous avez en premier lieu, c'est un peu difficile à comprendre, mais au fur et à mesure des questions, on va essayer de l'aborder d'une manière simplifiée. Genre, bon, déjà, vous avez les cellules mobiles autochtones. C'est un petit peu
Bizarre de dire ça. Cellules mobiles autochtones. Comme on dit autochtone et automobile. Autochtone, mais on va l'expliquer au fur et à mesure des questions. Ne vous inquiétez pas. Puis vous avez les cellules mobiles immigrées. Cellules mobiles immigrées. Cellules mobiles immigrées. 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 Donc, quels sont les deux types de cellules mobiles et leurs composantes? Bon, ben, déjà ici, vous avez les cellules macrophages, cellules macrophages, 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 slash, on veut dire par macrophage des histiocytes, histio, histiocytes. Et puis, vous avez aussi les mastocytes et et les plasmocytes. Mastocytes, mastocytes, mastocytes et les plasmocytes. Voilà, plasmocytes. Pour ce qui est des cellules mobiles émigrées, c'est généralement des leucocytes sanguins, c'est-à-dire des globules rouges. Les leucocytes, les leucocytes sanguines, le leucocyte sanguin, on va dire. Une leucocyte, voilà. Leucocyte sanguine, voilà. Comme les lymphocytes. On va mettre entre parenthèses les lymphocytes. Les lymphocytes. Hop. Pour les cellules mobiles autochtones, donnez-moi leur description des cellules macrophages. Bon, déjà, on va revenir ici. On va se concentrer principalement sur celle-là. Pour les cellules mobiles, en fait, elles dérivent du monocyte. En fait, elles viennent généralement du monocyte sanguin. Dérivent du monocyte sanguin. Dérivent du monocyte sanguin. Sanguin, voilà. D'autres caractéristiques, c'est une cellule résidente mobile. Résidente mobile. Par résidente mobile, je vais essayer d'un petit peu entraver sur la matière qui va suivre. Par cellule résidente mobile, c'est qu'elle reste dans la même structure, mais elle voyage dans cette structure-là, vous comprenez? C'est comme si que vous étiez dans la même ville, mais vous restez que dans cette même ville-là, mais vous partez dans l'autre quartier, dans le magasin. Vous comprenez? Vous restez constamment en mouvement dans cette même ville, mais vous sortez pas de cette ville. Ben, c'est exactement le même principe. Je sais pas si c'est compréhensible, mais en tout cas, moi je le vois comme ça. Euh, Cellule résidente mobile, on avait dit. Cellule résidente mobile. Résidente mobile. Hop, tac. Le quatrième point, c'est leurs durées de vie sont assez longues. Une longue durée de vie. Longue, longue durée de vie. Hop, une durée de vie. Voilà. Et puis, ils ont un rôle immunitaire, vu que c'est des cellules macrophages. Automatiquement, quand on entend macrophage, on reprend quoi? Les cellules, les globules blanches. Du coup, elle avale, et du coup, c'est un rôle immunitaire. Elle avale les bactéries, les pathogènes. Rôle, euh, rôle, on avait dit quoi? Rôle immunitaire, désolé. Oublie le nom. Rôle immunitaire. Voilà. Bon, identifier les structures d'une cellule macrophage suivante. Assez simple. Euh, tac. Du coup, ici, évidemment, vous avez le noyau. Le noyau. Le noyau. Là, en haut, vous avez les pseudopodes. Ici, les pseudopodes. Pseu- Ok. Pseudopodes. Pseudopodes. Et puis, finalement, vous avez les lysosomes ici. Les lysosomes, que je rappelle, vont être utilisés dans le macrophage, en fait. Les lysosomes, concrètement, c'est juste des enzymes qui vont venir bombarder, venir séquenter ou bien arracher ou bien diviser le pathogène que les cellules macrophages vont. N'importe quoi, pas forcément une cellule pathogène, mais n'importe quoi qui vont avaler. En tout cas, ça va être leur moyen d'action. En fait, ils les avalent pour les bombarder de lysosomes et ainsi les subdiviser. Lysosomes. Subdiviser ce qu'ils vont avaler.
En tout cas, continuons avec la question 17. Question 17. Faites-moi, décrit l'origine et la structure du mastocyte. Le mastocyte, je rappelle, on a parlé que c'était des cellules mobiles. Euh, voilà. Ok. Bah, son origine, on a dit que c'était des cellules mésenchymateuses. Par cellules mésenchymateuses, on rappelle que dans la partie 1, que c'était des cellules souches. Donc, origine cellule mésenchymateuse. Mésenchy, mésenchymateuse. Voilà, parfait. Bon, sa structure, vous avez un noyau qui est central, un noyau, un noyau, un noyau central, un noyau central, voilà. Et puis, vous avez un cytoplasme basophile, cytoplasme, cytoplasme basophile, basophile, hop. Et puis, vous avez une vésicule de taille variable, une vésicule de taille variable, de taille variable, et vous avez une abondance de grains de sécrétion. Abondance de grains de sécrétion. De sécrétion. Bon, voilà ce que c'est concrètement un mastocyte. J'ai essayé de résumer ça, vraiment faire ça résumé. Ça veut dire que on va juste nommer les différentes composantes du mastocyte. Là, ici, vous avez le phylopode. Ici. Voilà, les extrémités là qui sont ici. Tac, tac. On appelle ça les phylopodes. Phylopode. Et elle est constituée de quatre principales composantes qui chacun a un rôle bien défini. On va commencer par les nommer. C'est tac. C'est l'héparine en premier lieu. L'héparine, l'héparine. Et vous avez la sérotonine. La sérotonine. Et puis, vous avez l'histamine aussi. L'his- L'histamine. Et puis, finalement, vous avez l'acide hyaluronique. Hyaluronique, dans lequel on va définir finalement chacun de leurs rôles dans la question suivante. Donne-moi le rôle ou bien la fonction de chacune des parties parlées à la question 18. Ben, finalement, c'est quatre phrases principales. Euh, bon, on va commencer par la première, par l'héparine. Par l'héparine. L'héparine qui est principalement un anticoagulant. Héparine, ouais, c'est comme ça. C'est un anticoagulant. Anticoagulant. Et c'est un anticoagulant du métabolisme, du métabolisme, métabolisme des lipides. Des lipides. D'accord? Puis après ça, on a l'histamine. L'histamine, qui est, lui, un vasodilatateur des capillaires. Par vasodilatateur, ce qu'on veut dire, c'est que ça augmente, le- ça augmente l'aspect de pouvoir d'échange entre son milieu des capillaires sanguins. Capillaire sanguin, c'est vraiment extrémité la plus petite des vaisseaux sanguins. C'est là où il y a principalement l'échange entre son milieu. Donc, vasodilatation des capillaires sanguins. Dilatation des capillaires, sanguins. Capillaires sanguins. Vous avez la sérotonine. La sérotonine. La sérotonine qui a pour rôle
Une stimulation des fibres musculaires lisses. Une stimula- stimulation des fibres musculaires lisses. Fibres, des fibres musculaires lisses. Voilà. Donc, ce qui complète. Ah ouais, on a oublié l'acide hyaluronique. Acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, lui va s'occuper du acide. Attends, on va l'écrire. Acide hyaluronique. Hyaluronique. Désolé. Mét- En fait, c'est principalement le métabolisme de la substance fondamentale, le métabolisme de la substance fondamentale, substance fondamentale, voilà, fondamentale. Donc, ce qui complète notre deuxième partie, on se rejoint pour la partie 3. Sur ce, bon, ben, on va commencer la partie 3. Euh, c'est quoi l'origine du plasmocyte? C'est assez simple, ça vient des lymphocytes. Il y a deux types de lymphocytes, mais le plasmocyte, et non, il n'y a pas deux types de lymphocytes, il y en a plusieurs en fait. Lymphocyte B, lymphocyte T, lymphocyte B cytotoxique, puis ouais, t'en as plein. En tout cas, ils viennent des lymphocytes B. Lymphocyte, lymphocyte B. Quelles sont les caractéristiques de cette structure? En fait, tu as deux principales caractéristiques. Tu as le noyau qui est excentré, noyau excentré, voilà, noyau excentré, euh, avec, avec la chromatine en rayon, avec la chromatine, on va voir par la suite, avec la chromatine en rayon, voilà. Et puis tu as un cytoplasme riche en ribosomes, riche en ribosomes, voilà, en ribosomes et en réticulum endoplasmique, en réticulum, réticulum endoplasmique granuleux, endoplasmique. Attends, on va juste là, je passe l'espace. On va juste écrire REG. Réticulum endoplasmique granuleux. Ne pas l'oublier. Réticulum endoplasmique granuleux. C'est quoi le rôle? Le rôle principal du plasmocyte, c'est la synthèse des anticorps impliqués dans l'immunité. Donc, la synthèse, la synthèse des anticorps impliqués, désolé, la synthèse des anticorps impliqués dans l'immunité. Dans l'immunité. Voilà. Là, on a un schéma d'un plasmocyte, puis on va donner les différentes parties. On a parlé ici d'un cytoplasme, euh, d'un noyau excentré avec la chromatine en forme de rayon. Du coup, on va l'appeler noyau de chromatine. Ça va être lui ça va être lui le noyau de chromatine. Du coup, on va l'appeler noyau de chromatine. Juste écrire noyau de chromatine. Chromatine en forme de rayon en forme de rayon de en forme de rayon de roue. Voilà.
pour cette partie-là, ça va être principalement l'archéoplasme ici. L'archéoplasme. L'archéoplasme. Voilà. Puis finalement, vous avez le cytoplasme basophile qui baigne dans le cytoplasme basophile. Cytoplasme tout court, si vous voulez. Cytoplasme. D'accord. Et puis, on a les cellules mobiles immigrées qu'on avait parlé tantôt dans la partie 2. Nommer les types de leucocytes sanguines suivants. On a plusieurs types de leucocytes. En tout cas, le plus important, c'est pas de retenir les dessins forcément, c'est de retenir leurs noms, puis par la suite, ouais, bah, leurs noms en tout cas. Euh, on a, tac, juste identifier lequel. On a le monocyte, le monocyte, le monocyte. Par la suite, on a le lymphocyte, le lymphocyte. On a ici le granulocyte, le granulocyte neutrophile, ouais. Granulocyte neutrophile, voilà, neutrophile. Et finalement, on a tac, le granulocyte éosinophile. Je vais écrire juste ici. Le gra. En fait, le plus important, c'est leur nom. C'est pas le dessin en soi. C'est pour ça. Parce que je vais faire c'est pour ça, parce que me prend l'espace. En tout cas, le granulocyte, granulocyte éosinophile, éosinophile. Voilà. Puis finalement, vous avez le granulocyte basophile. Donc, neutrophile, œsophile, basophile. Et vous rajoutez granulocyte par-dessus. Granulocyte basophile, on a dit. Basophile. Donc, trois types de granulocytes, puis une monocyte, monocyte, lymphocyte, granulocyte, éosinophile, neutrophile, puis basophile. Basophile, voilà. Donc, on va passer à la matrice extracellulaire, la MEC. Euh, donc, donnez-moi la composition de la matrice extracellulaire. Par matrice extracellulaire, ce qu'on va vous dire, c'est ce qui est le liquide par lequel baigne la cellule de l'enfant. Matrice extra, en dehors de la cellule extracellulaire. Donc, donnez-moi la composition de la matrice extracellulaire. Déjà, elle est composée de fibres, très important. On va revenir par ailleurs plus tard. Une substance fondamentale, comme ouais, une substance fondamentale, une substance fondamentale, substance fondamentale, fondamentale, puis des protéines d'adhérence, des protéines d'adhérence. Nommément les types de fibres qui composent la matrice extracellulaire. On a dit qu'on allait revenir par la suite sur les fibres. Donc, trois types. Fibre de collagène, la première, la plus importante. Fibre de collagène. De collagène. Vous avez les fibres de réticulum. Réticuline, désolé. Fibre de réticuline. Fibre de réticuline. Et vous avez les fibres élastiques qui permettent de revenir à leur état initial. Fibre élastique, s'il y a un mouvement ou bien une force qui est appliquée dessus. Fibre élastique. Bon, euh, j'ai fait un tableau récapitulatif des types de fibres et pour parler de leurs caractéristiques. Du coup, les précurseurs des fibres collagène, fibres réticulines, ils ont les deux, ils ont le même. C'est les molécules de procollagène. Molécules, molécules
molécule de proco- procollagène. Et puis, pour la fibre élastique, son précurseur, c'est la molécule de proélastine, désolé. Molécule, ça va retenir. Molécule de proélastine, il faut juste rajouter pro devant. Proélastine. D'accord? Le lieu de synthèse, ils ont tous le même lieu de synthèse qui est le fibroblast. Le fibroblast. Le lieu d'assemblage des précurseurs, c'est le milieu extracellulaire, la MEC. Du coup, MEC. Ok. Nommez-moi les types de collagène ainsi que les deux catégories qui le regroupent, ainsi que les catégories qui regroupent ces types. Bon, vous avez deux principaux types de collagène. On avait parlé fibres de collagène ici, qu'on allait revenir plus tard. Vous avez plusieurs types. En tout cas, nous, on va se concentrer sur le 1, 2, 3, 5, 6, 11, puis 4 et 7. Euh, bon, on a les collagènes fibrilles, les collagènes fibrilles, ouais, les collagènes fibrilles, fibrilles, voilà. Puis on a les collagènes non fibrilles, assez simple à retenir. Vous avez une qui est fibrille des fibres et l'autre qui est non fibrille. Les collagènes non fibrilles. Les collagènes non fibrilles. Voilà. Les collagènes non fibrilles sont de type 4 et 7. Ouais, c'est vrai. C'est basiquement des membranes basales. Viennent des membranes basales. Membrane basale. Membrane basale. Et finalement, les collagènes fibrilles, vous en avez la première que ça vient, euh, ça vient des tendons et des os. Tendons et os. Puis vous avez le cartilage hyalin, cartilage. En fait, ce que je veux dire par type, c'est vraiment dans lesquels les collagènes fibrilles sont le plus présents et lesquels euh, où en fait les collagènes non fibrilles sont le plus présents. Du coup, on va faire on va dire cartilage hyalin, voilà. Suivi les fibres réticulines, les fibres réticulines, fibres réticulines, réticulines. La cinquième, c'est la membrane basale, mais cette fois-ci placentaire. Membrane, membrane basale placentaire. Placentaire. Et puis vous avez l'ubiquitaire. Ubiquitaire. Je crois qu'il va vraiment falloir retenir ça. Mais en tout cas, c'est mieux de le connaître. Le lire, en tout cas, c'est important. Mais vraiment, le plus important, c'est les collagènes de fibrilles et les collagènes de non-fibrilles. Du coup, puis finalement, on a le cartilage. Cartilage, voilà. Cartilage tout court. Cartilage. Donc, ce qui finit notre partie 3. Euh, je crois que la vidéo pourra finir avec une partie 4, puis c'est ça. Sur ce, je vous remercie, puis on se retrouve pour la partie 4. Merci beaucoup. Bon, ben, salut, on se retrouve pour la partie 4. La dernière partie finalement. Puis voilà. Commençons directement avec la première question, qui est donne-moi les caractéristiques d'une fibre de collagène. Désolé, d'une fibre de collagène. Bon, euh, pap, juste là. D'accord. Bon, la première caractéristique, c'est que ils sont extensibles, vu que c'est des fibres de collagène.
collagène extensible, automatiquement, ça doit faire un déclic dans votre tête. Bon, la deuxième, c'est ils sont langues, langues, voilà. Ils sont sinueuses, 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 voilà. Puis ils sont rubanés, rubanés, rubanés. Elles sont aussi isolées ou regroupées en faisceaux. C'est soit elles sont isolées, isolées ou regroupées en faisceaux, en parties de faisceaux, en regroupées en faisceaux, en faisceaux. Voilà. Et puis finalement, en fait, ils confèrent une résistance au tissu conjonctif. C'est comme si que, voilà, c'est une résistance, ça veut dire que dû aux impacts, ils peuvent encaisser le coup, en tout cas. Confère une résistance au tissu conjonctif. Confère une résistance, une résistance, une résistance au tissu conjonctif. Tissu, au tissu conjonctif. Bon, passons à la question suivante. Voilà. 30. Fais-moi le dessin d'un tissu conjonctif fibreux. Bah, voilà le dessin. En fait, j'aurais dû dire, nommez-moi les caractéristiques ou bien les principales parties d'un tissu conjonctif fibreux. Bah, comme vous l'aurez remarqué ici, les parties sombres ou bien les parties ressortissantes, bah, c'est les fibroblastes dans le fond. Fibroblastes, qu'on a longuement parlé dans la partie 3 et 2. Fibroblastes, fibroblastes. Et puis, finalement, les fibroblastes viennent se coller sur les fibres de collagène. Parfait. Fibres de collagène. De collagène. Parfait. Maintenant, donnez-moi les principales caractéristiques de la fibre de réticuline. Réticuline. Pour ce qui est de la fibre de réticuline, il y a trois principales caractéristiques à reconnaître. C'est que c'est une fibrie, une fibrie de collagène de collagène sur laquelle se fixe le complexe glucidique, sur laquelle se fixe le glucide. Le glucide. Voilà, le glucide. D'accord. Puis la deuxième, c'est elle est située autour des capillaires sanguins. Située autour des capillaires sanguins, mais pas que. Des capillaires sanguins, mais pas que. Aussi la lame basale puis les tissus adipeux. La lame basale et les tissus adipeux. Et les tissus, tissus adipeux. Tissus adipeux. Bon, et puis les tissus adipeux. Adipeux. Bon, identifier les parties qui mènent. En fait, ça c'est un dessin concrètement, puis je veux que tu identifies chacune de ces parties, puis ces deux parties-là mènent à la formation d'une fibre de réticuline. La question est un peu mal, pas vraiment bien posée, j'aurais dû y remédier, désolé. Mais ça, du coup, ça c'est une fibre de réticuline, logiquement. Voilà, fibre de réticuline, fibre de réticuline. La fibre de réticuline est composée de deux principaux sous-groupes. Le premier qui est le plus important, c'est le fibre
la fibrile de collagène. C'est là où va se coller, là, juste un instant, fibrile de collagène, là où va venir s'insérer ou bien se coller les complexes glucidiques qu'on a parlé juste ici. Juste ici. Complexe glucidique. Les deux vont mener à une fibre de réticuline. Complexe glucidique. Glucidique. Voilà. Passons à la question maintenant 33. Donc, donnez-moi les caractéristiques des fibres élastiques. Bah, évidemment, elles sont longues. La première, la plus importante, elles sont longues, logiquement. Tac, elles sont minces aussi. Minces. Minces, ramifiées. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup. C'est- euh, Elles ne sont pas tout seules, isolées. Ramifiées. Puis, ramifiées. Anastomosées aussi. Anastomosées. Anastomosées. Bon, bah, évidemment, elles sont élastiques. Tac. Elles sont élastiques. Elles n'ont pas de striation transversale. Pas de striation. Pas de striation transversale. Pas de striation transversale. Et puis, on les retrouve principalement dans l'aorte et puis l'aorte et le derme aussi. L'aorte du cœur. En tout cas, tac, c'est un tissu conjonctif, faut pas l'oublier, ça aussi. C'est que, ok, puis voilà, ce qui fait le tour. Question 34, donner les caractéristiques de la matrice extracellulaire. On va parler un petit peu plus approfondément de ce qu'est la matrice extracellulaire dans les prochaines questions. Il faudra vraiment y porter attention, parce que c'est des questions qui reviennent souvent à l'examen. Donner les caractéristiques de la matrice extracellulaire, question 34. Elle est soit, en fait, elle se divise en deux groupes. Elle peut être à l'état aqueux, deux groupes, deux groupes. Elle peut être dans un état, elle peut être dans un état, on a dit aqueux, dans un état aqueux, ou bien elle peut aussi être dans un état liquide. Non, état de gel visqueux. État de gel visqueux. Est-ce que c'est liquide? État de gel visqueux. Voilà. Puis les trois autres. euh, Ce qu'elle fait principalement, c'est elle occupe, elle occupe, elle occupe les espaces entre les fibrilles et les cellules. Elle occupe l'espace entre les fibrilles et les cellules. Euh, Sa consistance, en fait, elle est semi-solide. Consistance, consistance. En fait, ça rejoint son état. Euh, Consistance. En fait, il faut l'avoir vraiment comme si que c'était, c'est un gel en fait. C'est visqueux, voilà. Consistance semi-solide, semi-solide. D'accord. Tac. Elle vient, bah, son origine.
Elle vient des fibroblastes et du sang. Origine, fibroblastes, fibroblastes, et puis le sang. De quoi est composée la matrice extracellulaire? C'est assez simple. Elle est riche en eau, riche en H2O. Elle contient des protéines, très important. Des protéines, c'est ce qui notamment va créer juste des protéines. Hmm, elle contient des protéines et puis des sels minéraux. Sels, sels minéraux. Voilà. Puis finalement des protéoglycanes. 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 Question, bah voilà, c'était ce qui est composé la matrice extracellulaire. C'est vous, les quatre principaux à retenir. Riche en eau, contient des protéines, protéoglycanes, contient des protéoglycanes aussi, et puis des sels minéraux. Voilà, c'est simple que ça. Quelle est la fonction des protéines d'adhérence situées dans la matrice extracellulaire? En fait, il permet le lien, permet, permet le lien, permet le lien entre les différents, permet le lien entre les différents éléments de la matrice extracellulaire. Éléments de la matrice extracellulaire, extracellulaire et la membrane basale. Et la membrane basale. Et la membrane basale. Désolé, j'ai plus assez d'espace. En tout cas, nommer les trois variétés du tissu conjonctif. Ces trois variétés, c'est assez simple. Vous avez le tissu conjonctif lâche, le tissu cellulaire, puis le tissu conjonctif dense. Le tissu conjonctif cellulaire, en tout cas, TC, TC lâche. On va y parler par la suite. On va y parler ici. Tissu conjonctif lâche, tissu conjonctif cellulaire, et puis tissu conjonctif cellulaire, j'ai dit, cellulaire, voilà, tissu conjonctif cellulaire, et puis finalement le tissu conjonctif dense. Voilà. Finalement, bah, on va parler du tissu conjonctif lâche en premier lieu. Quelles sont les deux propriétés du tissu conjonctif lâche? Ça, faut les connaître. C'est un tissu sans prédominance d'éléments. Un tissu sans prédominance d'éléments. Un tissu sans prédominance. Sans prédominance. Prédominance d'éléments. Et puis, le deuxième, qu'il faut aussi connaître, c'est que la propriété en fibres, en cellules, en substance fondamentale est équilibrée. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre. Il y a un équilibre. Il y a un équilibre. Un équilibre. Un équilibre entre les fibres. Entre les fibres, virgule, en cellules, et puis en substance fondamentale. Et en substance fondamentale. Voilà. Fondamentale. Voilà. Ben, c'était tout. Faut juste connaître les deux pour le tissu conjonctif flash, les deux propriétés. Pour ce qui est du tissu conjonctif cellulaire, tac, 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 voilà. Quelles sont les caractéristiques du tissu conjonctif cellulaire? Il y en a trois. En fait, il s'agit du tissu avec une prédominance cellulaire,
ça veut dire qu'il y en a plus. Il s'agit d'un tissu avec une prédominance, une prédominance, prédominance, prédominance cellulaire. On va écrire ça comme tout le monde. Tac. Cellulaire, cellulaire. La deuxième, c'est que les cellules sont spécialisées. Les cellules spécialisées sont des adipocytes. Ces cellules, ces cellules spécialisées sont des adipocytes, sont des adipocytes. D'accord? Puis finalement, qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? Ouais. Et puis, ouais. Puis, ces cellules spongées sont des adipocytes. Parce que, en fait, ça va rejoindre le dernier point qui est essentiel. Tac, c'est pour ça que je souligne. Hop. En fait, c'est le cas de deux types de tissus. Euh, c'est le cas, c'est le cas de deux types de tissus. Vous avez le secondaire. Non, je commence par. Bah, vous avez le primaire et puis le secondaire. Voilà, le secondaire. Le secondaire. Puis 40, et la dernière question, quelle est sa principale caractéristique? Bon ben, sa principale caractéristique, c'est que, ah ouais, désolé. On parle ici du tissu conjonctif dense. J'ai oublié de faire. Faut vraiment faire attention à chacune des parties. Euh, pour le tissu conjonctif dense, c'est quoi sa principale caractéristique? C'est que, il s'agit d'un tissu, d'un tissu avec une prédominance de fibres de collagène, avec une prédominance en fibres, en fibres et en, en fibres, oh non, en fibres de collagène, désolé. En fibres de collagène. En fibres de collagène. Voilà. Bon, ben, pour question de conclusion de ce chapitre sur le tissu conjonctif, va falloir vraiment se concentrer, vous regardez la vidéo une deuxième fois sur quatre principaux aspects qui sont les tissus conjonctifs ubiquitaires, ubiquitaires, puis les cellules non jointives, non jointives, finalement, non, on se retrouve aussi sur les parties de la matrice extracellulaire, les parties, les parties de la matrice extracellulaire, on a passé assez de temps dessus, et puis finalement, et non des moindres, vous avez le rôle primo, ouais, en fait il y en a trois, mais il y a deux aspects à retenir dans la matrice extracellulaire, c'est que c'est un support structural pour le métabolisme, et un support structural et métabolique, support structural et métabolique, et métabolique,
métabolique. Et puis, c'est aussi un rôle primordial. Il joue aussi un rôle primordial dans ce qui est dans la défense, dans la défense, dans la défense contre les micro-organismes, contre, contre les micro-organismes. Bon ben voilà, ce qui conclut notre vidéo d'aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. J'essaie vraiment de rendre ça interactif le plus possible. Désolé si je suis un peu fatigué, je filme ça tard. En tout cas, sur ce, j'espère que vous avez aimé. Je vous laisse prendre ça en photo, je décale un peu. Prenez ça en photo. Puis dans le fond, j'espère qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Abdel. Sur ce, passez une bonne journée. Au revoir.